Então, muito boa tarde. Good afternoon. Vamos hoje continuar, agora nesta parte da tarde, do primeiro dia do Fórum Europeu de Turismo para Todos. Vou só apenas passar algumas curiosidades sobre a Albufeira. Esta calorosa cidade que nos acolhe no dia de hoje, desde a década dos anos 60 do século passado, já passava a ser uma estância balnear internacionalmente conhecida. Na verdade, já existem pessoas a habitar nestas paragens desde 2000 anos antes de Cristo, e nos romanos deram o primeiro nome a esta localidade, chamaram-lhe de Baltum. Mais tarde, quando os árabes conquistaram estas paragens por volta de 716, deram o nome de Albujar ou Albufeira, como é costume acrescentarem al nas suas nomenclaturas, como por exemplo é o caso de Algarve ou de Alentejo. E apenas em 1249, quando Afonso III conquista finalmente o último reduto árabe no que é hoje Portugal, se realmente passou a chamar Albufeira. Portanto, apenas algumas curiosidades relativamente a esta cidade. O seu castelo, dada a sua posição estratégica, foi o último reduto árabe, portanto, era mesmo difícil de conquistar. Dito isto, como vocês sabem, nesta parte da tarde temos 2 workshops a decorrer em simultâneo. No Inatel Hotel temos então uma sessão interativa sobre casos práticos de responsabilidade social nas corporações. Portanto, ela é liderada por Louis Van Kasten e da Oxygen Lab, na Bélgica, que esteve aqui na palestra da parte da manhã. E neste caso, pequenos grupos estão a refletir sobre propostas inovadoras na responsabilidade social nas corporações. Por outro lado, aqui, como sabem, temos aqui no Auditório Municipal de Albufeira, que nos acolhe gentilmente, teremos um workshop sobre exemplos práticos de responsabilidade social no turismo para todos. Para isto, temos a ajuda de vários palestrantes, mais uma vez. Eu vou passar então a chamar ao palco Delphine Joannet, responsável CSR VVV Villages da França, por favor, para o palco. Por aqui, se faz favor, here. Welcome, bem-vindo. Também Rui Calarrão, diretor de Inovação Social Inatel, Portugal. Seja muito bem-vindo, Rui. Muito obrigado. E, por fim, Claudio Nardocci, de ONLPLI, e Valéria Gherardini, de AISCS, UNPLI Itália. Sejam muito bem-vindos também a este fórum. Este workshop será moderado por Anja Dickmann, coordenadora do setor de Aliança e Pesquisa da OITS, que conduzirá os trabalhos a partir deste momento. Muito obrigado pela sua presença também. Desejo então uma boa sessão a toda a gente. Com licença. So good afternoon. Welcome everybody. So we had this morning very interesting conference on corporate social responsibility. And so we are wondering, actually this afternoon we have some presentations about implementations of corporate social responsibilities, because in social tourism particularly, we think that might be a way in order to express and to live the values of social tourism. It's a way actually to show these values, and so it's not about greenwashing now, and but really how to live and implement these values, particularly, for example, in employment policies, etc. So our first speaker is Delphine Joannet. She's Corporate Social Responsibility Manager at WWF Village, and her professional experience is also as a tourist guide, product marketing manager, research and development manager, and she was member of the enterprise committee of WWF Villages and member of board of directors, currently, I think, yes. And so Delphine will give us some very practical example of how WWF implement CSR policies. Thank you. Bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à cette présentation plutôt que d'aller sur la plage.
Donc, je voulais vous parler aujourd'hui en fait de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises que VVF Village est en train de mettre en place, avec tout un tas d'étapes que je vais vous expliquer. Donc, on va être dans le concret. Est-ce que... D'accord, merci. Thank you. Alors, juste pour planter le décor, vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'association VVF Village. Donc, c'est une association qui date de la fin des années 60 et qui est implantée en Auvergne, en France, donc au centre, au cœur des volcans. VVF Village, la particularité, c'est qu'en fait, nous gérons 89 villages vacances sur toute la France et que 70% d'entre eux, en fait, sont les propriétés des collectivités territoriales. Donc, nous exploitons des villages qui ne nous appartiennent pas, pour la plupart. Ce qui représente au total environ 30 000 lits sur l'année, donc à remplir. Nous proposons deux formules, donc c'est de l'hébergement touristique et on propose deux formules, en location ou en restauration toute l'année. Et notre particularité, c'est que pendant les vacances scolaires, eh bien, il y a de l'animation pour tout le monde, enfants, adultes. C'est ce qui fait notre marque de fabrique. Alors aujourd'hui, VVF Village emploie 357 salariés permanents, donc à l'année, et en haute saison, puisqu'on a une grande population de saisonniers, nous sommes 2047 salariés. Donc c'est une grosse association en termes de ressources humaines. Et l'une des particularités, puisque nous sommes régis par les principes de l'économie sociale et solidaire, c'est que nous répartissons les bénéfices, quand il y en a, entre les salariés et on les réinvestit également, pour l'autre partie, dans nos investissements, dans notre activité. Ce qui est important, puisqu'en France est souvent véhiculé le fait que VVF Village n'accueille que des familles, en réalité nous accueillons tout type de clientèle, que ce soit des groupes, des familles, des individuels, des groupes de travail, etc. Donc nous sommes ouverts toutes les clientèles toute l'année. En préambule de ce que je vais vous expliquer par la suite, ce qui est important, c'est de comprendre la différence, ou s'il y a une différence d'ailleurs, entre la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, et l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, la RSE, c'est une démarche volontaire qui ne nous est pas imposée. Toutes les entreprises ne sont pas dans l'obligation d'appliquer une démarche RSE. Et donc là, ça veut dire qu'en intégrant une démarche RSE, on prend en compte toutes les préoccupations environnementales, sociétales et économiques sur notre entreprise vis-à-vis de nos parties prenantes. Et donc je prenais comme exemple la qualité. Effectivement, on a tous intérêt à prendre en compte la qualité et la satisfaction, mais en aucun cas ce n'est obligatoire, en tout cas chez nous. C'est une volonté. L'économie sociale et solidaire, là c'est un type d'entreprise, c'est un type d'activité. Donc ce qui veut dire que notre activité est centrée sur l'utilité sociale. On souhaite lier performance économique et utilité sociale. Voilà, mais d'ores et déjà, vous l'avez compris, quand on dit utilité sociale, il y a le mot social. Donc, comme dans RSE, il y a la préoccupation sociale et sociétale, c'est complètement complémentaire. Donc, en un premier temps, en fait, ce que l'on a fait en 2014, c'est qu'on est parti du principe qu'en réalité, c'est pas parce que nous étions dans une activité économie sociale et solidaire que nous n'avions pas à faire nos preuves, à le démontrer. Donc, on a demandé à une personne extérieure, un professionnel, en fait, de venir faire un audit dans notre association pour justement mesurer cette performance sociale, montrer quelle était la plus-value, la valeur ajoutée de notre utilité sociale. Ce qui était une grande première chez nous. Il y avait eu quelques tentatives auparavant, mais qui n'avaient pas abouti à ce stade-là. Donc, c'est le document que j'ai en fait entre les mains, que je tiens à votre disposition puisque je l'ai apporté sur une clé USB. Malheureusement, il n'est qu'en français, mais bon, avec tous les traducteurs que nous avons sous la main, peut-être que certains d'entre eux se prêteront au jeu de la traduction. Pardon. Alors, dans ce bilan sociétal, en fait, VVF Village a eu à cœur de montrer effectivement que nous appliquions les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça passe par des indicateurs,
et vraiment des outils de mesure. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose d'empirique. Donc en fait, on a mesuré notre impact économique sur l'économie locale, que ce soit en termes d'emploi ou de retombées économiques. Donc c'est très intéressant puisqu'on se rend compte dans certains de nos villages vacances que nous pouvons être le seul employeur parfois sur 10 km à la ronde. Donc, exemple, si un de nos villages vacances ferme, eh bien, cela peut causer la perte de 10 emplois locaux sur la localisation du site. C'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau des retombées économiques, grâce à l'UNAT, qui a fait une évaluation du panier moyen en fait, dépensé par une famille pendant une semaine de séjour, eh bien, on a pu évaluer les retombées économiques locales de VVF Village par les vacanciers à 42 millions d'euros, par exemple. Donc ça, ce sont vraiment des arguments structurant et très important lorsque notamment on va démarcher des collectivités territoriales pour négocier des conventions d'exploitation pour des sites, par exemple. Donc ça, c'est un des volets. On pourrait le détailler encore plus, puisqu'il y a aussi nos fournisseurs. On a des fournisseurs nationaux, mais on a aussi des fournisseurs locaux. Donc par exemple, nous avons chez nous 229 fournisseurs locaux qui sont recensés pour la restauration, notamment. Donc le pain que vous avez au petit déjeuner dans nos villages vacances est exclusivement fourni par les boulangers du coin. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Au niveau de notre utilité sociale, on s'en rend compte même en tant qu'employeur direct, puisque dans notre association, en fait, nous avons favorisé ce que l'on appelle en France les contrats d'avenir, qui sont des contrats aidés. Et aujourd'hui, dans notre entreprise, ils représentent 40% des équivalents temps plein dans notre entreprise, ce qui est énorme, puisque si on prend par exemple la SNCF, donc les trains en France, la société des trains, eh bien ça ne représente que 0,5% de leurs effectifs, alors qu'ils sont 10 fois plus nombreux. Je n'ai pas l'effectif total, mais voilà. Et un contrat aidé, eh bien, c'est donner une chance à des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas fait d'études ou qui ont fait peu d'études, en fait, de s'insérer dans une entreprise et d'avoir une première expérience. On parle également aussi de tout ce qui est formation et développement du capital humain. VVF Village, en fait, consacre... il y avait une obligation de consacrer une certaine somme de la masse salariale pour faire profiter et faire évoluer ces salariés en termes de performance et de formation. Et donc là, on s'est vraiment très structuré autour de ça, puisque aujourd'hui en interne, on a ce qu'on appelle des campus, donc des universités, qui forment en interne nos directeurs de village et bientôt nos futurs cuisiniers. Donc c'est vraiment un moyen de communiquer nos valeurs, notre savoir-faire et aussi de garder les gens, de les fidéliser en termes de salariés. Voilà, que puis-je vous dire d'autre sur ce bilan sociétal? Il y a énormément d'éléments, donc je vous invite vraiment à prendre ce document soit sur notre site internet, soit sur notre clé USB. Toujours est-il qu'il a été fortement apprécié, nous l'avons présenté en fait en assemblée générale, donc face à nos propriétaires, à nos partenaires, à certains de nos clients, et c'est vrai que ça a été très apprécié, ce n'était plus qu'une simple présomption, c'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale qu'on n'a pas de preuves à faire. Donc c'est un très bon argument maintenant quand on va démarcher des partenaires, des clients ou des collectivités pour leur faire comprendre qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. Et quand ils travaillent avec nous, en fait, ils travaillent avec un modèle associatif qui n'est pas n'importe lequel, qui respecte l'humain. L'humain est au centre et bien sûr la performance économique est liée à l'humain. Ça c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie, je rappelle juste en quoi VVF effectivement est considéré comme social et solidaire, tout simplement parce que dans nos statuts associatifs, on a deux missions qui sont très clairement écrites. La première, c'est l'accessibilité aux vacances au plus grand nombre. Donc chez VVF concrètement, eh bien, ça va être une part du chiffre d'affaires que VVF va accorder en fait à l'aide au départ en vacances, parce qu'on appelle le quotient familial. Donc quelqu'un qui a un quotient familial intéressant, on va dire, pour partir en vacances, eh bien, va se voir attribuer une réduction qui va de 10 à 20% de son séjour. Mais il y a aussi des partenariats et des dispositifs qui sont mis en place pour privilégier les départs en vacances. Et ça, c'est intéressant parce que dans la responsabilité
sociétale des entreprises, vous avez justement un domaine d'action qui s'appelle, donc je vous l'ai mis là, droits économiques, sociaux et culturels, qui fait écho aux droits universels de l'homme, hein, qui sont de donner accès en fait aux loisirs au plus grand nombre. Donc ça c'est un premier point. Pour vous donner un ordre d'idée, VVF Village, depuis plusieurs années, consacre à peu près 1 million d'euros de son chiffre d'affaires en fait, à l'aide au départ en vacances, directement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a interrogé nos salariés, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, ça faisait une trentaine d'années en fait que nous n'avions pas questionné nos salariés sur le sens qu'avait notre activité et sur le sens du travail dans leur quotidien. Et entre autres questionnements, on leur a demandé en fait si VVF selon eux contribue à la mixité sociale et la réponse est écrasante puisque 81% des salariés disent qu'effectivement VVF contribue à cette mixité sociale. Et ça c'est très important. Parce que sur nos villages vacances, on tient vraiment à ce qu'il y ait un mélange et une mixité de diversité, de culture, de statut social, etc. Il y a absolument un accord très vertueux, on va dire, entre toutes formes de communautés sur nos villages vacances. Ce qui n'est pas toujours évident, du reste. Ça me permet d'aborder un point, puisque la RSE, c'est aussi la transparence. Donc je suis là aussi pour vous livrer des messages vrais. Sur quelques-uns de nos villages vacances, on peut avoir un phénomène de concentration de population aidée, qui n'est pas toujours très heureux sur site. Il nous est arrivé par exemple de recevoir sur un village vacances des personnes qui se retrouvent dans un logement à côté de leurs voisins de palier dans leur vie courante, dans leur vie quotidienne. Donc évidemment, le bénéfice des vacances est plus ou moins annulé, on va dire. Et pourquoi ce phénomène? C'est que ces villages vacances sont proches de gares. Et on se rend compte que notre public aidé, eh bien souvent, n'a pas de transport, de véhicules particuliers. Donc c'est à nous d'aller travailler en amont avec les associations pour mieux ventiler en fait ces clients aidés sur l'ensemble de nos villages vacances, ou alors de trouver un moyen alternatif, collaboratif de transport. Donc il y a encore beaucoup de choses à inventer et à créer. Notre deuxième mission, eh bien, c'est le développement et l'aménagement des territoires. Là aussi, c'est très important à comprendre. En fait, notre modèle repose vraiment sur l'équilibre et la solidarité des territoires. On a énormément de villages vacances, comme vous pouvez le voir sur la petite carte, c'est les implantations de nos villages vacances. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de villages vacances qui ne sont pas en bord de mer. La zone attractive première, on va dire, pour les vacances. Donc, eh bien, il faut quand même, que nous puissions permettre à ces collectivités territoriales d'avoir des retombées économiques sur leur territoire et d'avoir une attractivité. Donc là, c'est une mission qui est importante. Et par ailleurs, un village qui marche très très bien en bord de mer, eh bien, va permettre à un village en espace rural, par exemple, eh bien, d'atteindre une forme d'équilibre, on va dire, au global. Donc, grâce à des villages extrêmement bien situés géographiquement, cela va permettre à des villages qui sont moins attractifs naturellement d'exister dans notre offre. Alors, juste pour vous dire qu'au départ, donc, on a fait ce bilan sociétal qui était vraiment lié à la mesure de notre performance sociale. Et en fait, en parallèle, moi, au niveau de la stratégie d'entreprise, on m'avait missionné sur le socle de cette stratégie qui était les valeurs. J'en discutais avec plusieurs personnes hier. Quand un groupe projet a été créé pour parler des valeurs, ça nous a amené dans des considérations très philosophiques. Quelle est la valeur d'une valeur aujourd'hui ? Est-ce qu'on a intérêt à afficher nos valeurs ou à les faire vivre à nos parties prenantes? Bon, je vous donne que 2 questions, il y en a eu plein d'autres. Mais du coup, en fait, en intégrant cette philosophie générale, on s'est rendu compte chez VVF Village que nous ne sollicitions pas, nous n'étions pas assez à l'écoute de nos parties prenantes. Donc du coup, même en termes de méthodologie pour ce groupe de travail, eh bien, pour la première fois, on a interrogé les salariés en interne, mais aussi nos clients sur les valeurs en fait. Quelles sont les valeurs qui leur parlent et qu'est-ce qu'on véhicule, nous, quand ils viennent en vacances chez nous. Et ça a été très instructif parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que 49% de nos vacanciers, lorsqu'ils repartaient d'un séjour chez nous, eh bien, ignoraient toujours que nous étions une association du tourisme social. Donc là, je vous parle vraiment en toute transparence,
puisqu'on a donc une grande marge de travail à effectuer pour communiquer ce message et tout ce qui va avec. Donc au départ, on s'est fixé 2 objectifs. On s'est dit, déjà on va entamer une démarche RSE. Et ça c'est tout neuf, ça date d'il y a quelques mois. Et donc les 2 principaux objectifs, on va dire, qu'on s'est fixés en interne, c'est s'inscrire dans une démarche de mesure en fait, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font déjà chez nous, mais en fait ce n'est pas quantifié, ce n'est pas évalué. Donc c'est disparate, et quand il y a une bonne pratique, elle n'est souvent pas dupliquée ou pas déployée sur le reste de nos sites. Et enfin, c'est développer une performance économique responsable et durable. Vous allez voir comment juste après. Alors en termes de méthodologie, moi au départ je n'ai pas une formation initiale de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc quand la personnalité, le professionnel externe était en train de travailler au bilan sociétal dont je viens de vous parler, moi en parallèle j'étais en train de faire un travail de fourmi pour en fait évaluer exactement la situation, faire un inventaire de la situation actuelle de VVF sur ces sujets de responsabilité sociétale des entreprises. Ça a été un énorme travail pour le diagnostic. Je vous explique en quelques mots, je me suis référée à la norme qui est en fait un cadre référentiel qui s'appelle l'ISO 26000. Donc ça c'est vraiment l'incontournable. Vous avez 6 domaines, plus la gouvernance comme domaine d'action, et vous avez 36 enjeux. Donc une fois qu'on regarde ces enjeux, en fait, on va prioriser sur les enjeux qui sont en lien avec notre activité. Certains ne l'étaient pas, donc ils ont été écartés. Pour cela, on a procédé à un séminaire très concret, très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on a demandé à 40 salariés de tout statut et de tout métier dans l'entreprise de se réunir. On a fait venir un cabinet RSE de Paris qui s'appelle Des enjeux et des hommes et qui pendant une journée a sensibilisé tous ses salariés à ce qu'était la RSE. Ça a été fantastique honnêtement parce que il y a eu une prise de conscience. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'entreprise aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est très hétérogène sur ces sujets-là. Donc c'était l'occasion déjà d'évaluer où en était chacun dans l'entreprise et puis aussi d'homogénéiser cette culture générale, on va dire. Je vous donne un exemple. Sur les tables de travail, on avait mis des pots en verre avec des objets en fait qui avaient un lien avec la RSE. Mais on n'a donné aucune explication sur le contenu de ces pots. Et à la fin de la journée, on a demandé à chaque participant de dire en quoi ce qu'il y avait dans ce pot était en lien avec la RSE. Et nous avions donc un pot en verre où il y avait tous les petits objets que nous vendons à l'accueil de nos villages vacances. Donc c'est ce qu'on appelle des goodies en fait, des porte-clés, des stylos, tout un tas de choses en plastique. Et quand on a demandé aux gens en quoi c'est en lien avec la RSE, il y a eu un vide, un moment de solitude on va dire. Et puis très rapidement, les gens nous ont dit mais en fait c'est fabriqué par qui? C'est fabriqué par où? C'est fabriqué où et par qui? Et en fait, ils ont commencé à regarder les objets et on s'est rendu compte que 99% de nos objets vendus dans nos boutiques locales, en fait, étaient du Made in China. Et ça, c'était une prise de conscience parce que quand on est au siège et qu'on est éloigné du terrain, eh bien, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est ce type de prise de conscience qui a eu lieu pendant ce séminaire. Il y a eu aussi un autre événement superbe. À la fin de la journée, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience et vous en êtes où, vous personnellement, avec la RSE. Donc il y avait plein de post-it posés sur un tableau et on avait un post-it flamboyant, le plus gros de tous, où il était écrit « On est foutu !» point d'exclamation. On est foutu parce que, effectivement, quand on fait un état des lieux de la planète, on voit effectivement que c'est bien avancé, comme l'a expliqué le speaker Xavier ce matin. Et en fait, on a pris l'histoire de Pierre Rabhi, la légende amérindienne du colibri, que certains connaissent peut-être, où il s'agit de dire, en fait, il y a un incendie dans une forêt. Vous avez des animaux costauds, type éléphant, tatou, qui assistent impuissants à l'incendie de cette forêt, à sa disparition. Et vous avez un petit colibri qui lui, au contraire, va puiser une goutte d'eau dans un lac, revient, jette sa goutte d'eau sur l'incendie, et il fait ça des dizaines de fois. Et à un moment, les animaux, les gros animaux, lui disent « Mais à quoi ça sert, colibri? Ça ne va pas éteindre l'incendie ?» Et lui, il lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Et en fait, c'est vraiment ça, le message, c'est de faire sa part, d'y contribuer à son échelle.
Donc c'est le message qui est ressorti de cette journée. Très rapidement derrière, on a sollicité tous les salariés en interne. Donc c'était un questionnaire énorme, dont je vous ai mis un extrait en haut à droite, où il y avait 200 questions. Donc c'était quelque chose de très volumineux, et c'était pour savoir où on en est de nos pratiques. On a eu des réponses très surprenantes. Et comme je suis dans la transparence avec vous, par exemple, nous avons eu une remarque d'un directeur de village qui au départ m'a outré, et en fait je l'ai remercié pour son honnêteté, parce que c'est en ayant répondu la vérité qu'on sait où on en est. Et on a un directeur sur 89 aussi, il faut relativiser. Quand je lui pose la question, est-ce que tu as mis des économiseurs d'eau dans les logements de ton village vacances? Eh bien la réponse est non, parce qu'aujourd'hui on ne paye pas l'eau. Et donc, vous voyez, là, c'était un peu un choc, parce qu'effectivement, l'eau, on n'avait pas à la payer, du coup, eh bien, on ne se chargeait pas d'en prendre soin, quelque part. Donc, vous voyez, alors, on a eu de très bonnes nouvelles aussi dans ce questionnaire, et puis des nouvelles qui nous disent, eh bien, voilà où on en est dans certains cas. Ensuite, j'ai fait un benchmark, c'est-à-dire que j'ai regardé à travers la communication du tourisme marchand et social, eh bien, où on se situait, nous, par rapport aux autres. Parce que, comme on a l'impression de faire beaucoup en interne, il est intéressant de voir de manière réaliste où on en était. Et là, eh bien, c'est moyen, on va dire. Effectivement, il y a des pratiques, mais comme ce n'est pas structuré et que ce n'est pas mesuré, en fait, on est dans l'incapacité de le communiquer clairement et surtout de s'améliorer. Par contre, beaucoup d'opérateurs du tourisme marchand, cette fois-ci, sont déjà structurés pour répondre à ces demandes et avancent très rapidement sur ces sujets-là. Et puis ensuite, on a regardé où on en était du dialogue avec nos parties prenantes. Donc j'ai listé toutes les parties prenantes avec lesquelles on est en interaction et j'ai évalué ce niveau de dialogue avec un certain nombre de personnes. Et là, force est de constater aussi que c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est pas excellent, c'est moyen. Donc ce qui veut dire que c'est un axe de travail fort à travailler par la suite pour qu'on puisse faire passer nos messages et par exemple que nos clients comprennent en rentrant chez eux de vacances que nous sommes une association et quand ils viennent chez nous acheter leurs vacances, ils adhèrent à un modèle et qui n'est pas le modèle de tout le monde. Voilà, alors à l'issue de ce diagnostic, en fait, il y a 4 très grandes réflexions qui sont ressorties. Il y en a beaucoup d'autres, mais comme j'ai très peu de temps, je me suis posée sur ces 4-là. La première, c'est soutenir notre mission d'utilité sociale. Ça peut paraître une évidence, c'est dans nos statuts, mais en réalité, en interne, ce n'est pas toujours évident. Exemple, on a sondé donc nos salariés sur à l'avenir, qu'est-ce que vous voudriez, vers quel axe, vers quel type de clientèle vous voudriez qu'on aille encore plus? La clientèle aidée ou la clientèle non aidée? Très majoritairement, les salariés nous répondent la clientèle aidée. Donc ça, c'est révélateur. C'est notre cœur de métier et pourtant, on voit qu'il y a un peu un malaise à l'assumer en interne. Et ça s'explique très facilement parce que, effectivement, les salariés jusqu'à présent ne sont pas accompagnés dans cette mission. Donc il y en a pour qui c'est naturel, je pense notamment aux anciennes générations dans nos salariés qui sont entrés chez VVF pour les valeurs que cette association véhiculait. Mais pour des générations plus récentes, celles qui sont entrées il y a moins de 5 ans par exemple, eh bien là c'est beaucoup moins naturel. Ils auraient pu travailler chez nous comme chez un opérateur marchand, ils ne font pas la différence. Donc ça pose même la question du recrutement. Quand on recrute, est-ce qu'on s'assure de sonder les valeurs associatives et autres du candidat? Voire à long terme. Alors à long terme, là aussi c'est compliqué parce qu'effectivement il y a une pression économique, il y a une crise économique, donc on a des objectifs souvent à court terme et nous il faut qu'on aille au-delà du court terme. Et ça c'est compliqué à faire entrer en fait dans les réflexions et dans les démarches, notamment quand on va à la recherche d'investissement pour des projets. Communiquer, partager, c'est pas notre point fort. On fait plein de choses, mais en fait, eh bien, comme c'est disparate et que c'est pas partout, eh bien, on a du mal à le communiquer clairement. Et puis en plus, quand on se lance dans une démarche RSE, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on communique sur la démarche RSE, on se doit d'être très exigeant avec nous-mêmes et de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Parce qu'autrement, on se fait tacler, et à juste titre, de ne pas avoir tenu nos objectifs. Et enfin, fédérer les équipes autour du sens
justement de notre association. C'est important parce que effectivement, quand on a, exemple, chez nous dans notre service comptabilité, une personne, une salariée qui n'est pas allée sur un village vacances depuis 10 ans, on peut se poser la question légitimement, quel est le sens au quotidien de son métier? Est-ce qu'elle sait finalement pour qui elle travaille au final? Eh bien, c'est le village vacances et c'est le client, les villages vacances qui sont en face des clients. Voilà, alors là, c'est, j'allais dire, une exclusivité que je partage avec vous, puisque cette carte stratégique donc, de la RSE, je viens de la finaliser il y a 1 mois. Donc en interne, tout le monde n'est pas encore informé de cette carte stratégique. On va le faire très prochainement au mois de novembre. Et donc comme vous le voyez, en fait, elle se décline sous 4 axes. Mission sociale et solidaire, le bien-être et le management des salariés, les engagements responsables et durables et le respect de l'environnement et l'exploitation du patrimoine. Donc là, en fait, ensuite, vous aurez un plan d'action qui va être décliné sur 5 ans, parce que c'est un travail, c'est ce que j'ai appris en faisant ce travail, c'est que c'est une politique des petits pas. Au départ, on part vraiment, enfin en tout cas c'était mon cas, la fleur au fusil, en se disant toute mon entreprise va être OK avec ça, les parties prenantes extérieures n'attendent que ça, donc on va pouvoir dérouler le scénario et puis ça va se faire sans problème. Et en fait non, au quotidien, en fait, il y a des résistances, il y a des accompagnements au changement qui sont nécessaires et des changements de fond. Parce qu'en fait, la carte stratégique que je présente ici, en tout cas en interne, est vraiment perçue comme une stratégie de rupture très forte. Et tout ça pour se différencier et atteindre aussi une performance économique durable et responsable. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail malheureusement, mais effectivement, vous voyez que derrière ces 4 axes, on a 6 gros projets. Donc sur notre utilité sociale, aménagement, développement économique du territoire et les vacances pour tous. Donc je vous l'ai dit, ça fait partie de nos missions, mais on ne les remplit pas à 100% pour le moment. Quand je vous dis tout à l'heure, on consacre 1 million d'euros de notre chiffre d'affaires à l'aide au départ en vacances, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup par rapport à quoi? Je vous rappelle, ou je vous l'apprends, en France, en 2014, vous avez 46% des Français qui ne sont pas partis en vacances. Et donc, on doit beaucoup plus travailler sur, on ne peut même plus appeler ça une niche, malheureusement, puisque c'est la moitié de la population française, quasiment, qui ne part plus en vacances. Et c'est notre rôle fondamental d'y contribuer, à aider cette population à partir. Et donc pour cela, vous l'avez compris, il y a aussi un accompagnement en interne à faire pour que les salariés s'approprient et aient plaisir et soient fiers de contribuer à cette mission. Libération de l'entreprise, alors là c'est culotté. Ce matin, quelqu'un a posé la question à un intervenant, comment est-ce que vous impliquez les salariés ou les bénévoles en fait dans cette mission ? Et nous, on s'est rendu compte que le sens n'était pas partagé par tous, mais en plus les salariés étaient vraiment demandeurs de responsabilité individuelle, d'autonomie pour pouvoir faire percer leurs idées plus facilement. Alors, on n'est pas arrêté sur le modèle particulièrement de la libération de l'entreprise. Aujourd'hui, on est en hiérarchie traditionnelle, c'est-à-dire en pyramide. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est peut-être de simplifier cette pyramide, non pas en disant aux gens de partir, évidemment, mais en attribuant des fonctions plutôt d'accompagnement des salariés, de soutenance auprès des salariés, pour les aider à faire éclore plus facilement les innovations et être plus réactifs sur un certain nombre de projets. Là, c'est un très très gros chantier. Fidélisation des saisonniers, vous l'avez compris, 65% de nos salariés sont des saisonniers. Donc qui dit saisonnier, eh bien dit, pour certains, en tout cas dans l'esprit de certains, une certaine forme de précarité, puisque ce sont des contrats qui alternent avec des périodes de chômage. Donc nous, notre objectif déjà, c'est d'atténuer cette précarité par des mesures très concrètes qui sont déjà en place, mais aussi de les fidéliser, parce que si on les forme pendant leur durée de contrat et qu'on leur donne un bon mode d'hébergement, on peut penser qu'ils reviendront plus facilement l'année suivante. Et nous, on est gagnants, et les clients en face seront également gagnants, puisqu'ils auront des gens qui ont un savoir-faire rodé sur plusieurs saisons. Promotion de la RSE dans la chaîne des valeurs, pardon, je suis un peu longue, excusez-moi. La promotion de la RSE dans la chaîne des valeurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on construise un dialogue concret avec nos parties prenantes. Exemple, au marketing, eh bien, si on monte un produit ou si on veut faire évoluer notre offre,
il faut que dans le mécanisme arrive au fait, il faut que je sollicite les vacanciers peut-être pour voir si cette offre doit évoluer ou pas. Relation et responsabilité client, là c'est effectivement très important puisqu'on est au service de nos clients. Donc le client, on doit tout faire évidemment pour le fidéliser, lui donner satisfaction et assurer un maximum de sécurité durant ses vacances. Et puis en fait, tout le volet environnemental, aujourd'hui on le faisait là aussi, mais plutôt sous forme de charte et sous forme peu glamour entre guillemets, c'est-à-dire qu'on communiquait les économiseurs d'eau, les ampoules basse consommation, ou le tri des déchets. Mais aujourd'hui, nos clients, c'est déjà ce qu'ils pratiquent chez eux. Donc on ne les fait pas rêver avec ça, hein, c'est déjà un basique. Donc nous, c'est de les amener en fait à s'acculturer à ça, mais par des événementiels, des choses qu'ils retiennent, qui fassent que quand ils reviennent chez eux, ce soit un souvenir mémorable, qu'ils aient retenu quelque chose de fort sur notre message par rapport à l'environnement. Et enfin, en politique patrimoniale, là aussi c'est un gros chantier puisqu'on fait beaucoup de rénovation, d'extension de villages aussi. Et là, eh bien, nous on veut atteindre des chantiers propres, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire ceux qui sont amenés à la construction, on fait parfois appel à des sous-traitants qui eux-mêmes font appel à des communautés détachées. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on ne contrôle pas les sous-traitants qui travaillent avec ces communautés détachées. Donc dans quelles conditions ces gens sont accueillis, comment ils sont hébergés, etc. En fait, ça nous échappe. Ça, c'est important qu'on en ait la maîtrise et le suivi. Voilà, et puis il y a toutes les obligations légales, évidemment, qu'on fait déjà, mais c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui qui est dédié à ces missions-là. Voilà, je suis désolée pour le temps pris. Je reste vraiment à votre disposition pour toute question à la fin de ce débat, mais même ce soir. C'est un sujet qui est passionnant et l'autre jour, j'étais à une conférence TEDx à Clermont-Ferrand où une personne qui était un rappeur, aussi surprenant que ça puisse paraître, sur la scène de l'opéra de Clermont-Ferrand, et qui reprenait une phrase de Gandhi, en fait, que j'aime beaucoup, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je pense que, honnêtement, en intégrant, moi, cette fonction de responsable RSE, c'est très idéaliste, mais j'espère amener un maximum de gens, en fait, à cet objectif. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée. Merci beaucoup, mais c'est aussi très très chouette de voir votre enthousiasme pour la matière. Voilà, on va tout de suite passer au prochain speaker et puis vous pouvez poser probablement les nombreuses questions à la fin. Donc, our next speaker is Rui Calarau. He's, sorry for my Portuguese, he's Inatel Social Innovation Director, and he has been working in social tourism and social products for more than 30 years. He has been coordinating Inatel social government programs, senior tourism, health, thermal spa for seniors, youth, quiet days, so loads of the Inatel programs, and also the Calypso program with the for the European Commission, I think, with Poland and Spain, is it right? And he will talk to us about a project he's leading in Portugal with refugees and about how to integrate them through some learning, education, I don't know. Thank you. Yep. Boa tarde a todos. Vou falar em português. Nós, Fundação Inatel, organizamos um programa muito simples. Por vezes temos programas bastante rígidos em termos de regulamentos, por vezes temos programas que nos trazem muito conforto em termos sociais no que diz respeito a todas as pessoas que participam neles. Este programa é um programa muito simples e um programa que pretende, de alguma forma, atingir pessoas de várias nacionalidades. Não estamos a falar apenas de portugueses, não estamos a falar apenas de cidadãos do Médio Oriente, estamos a falar de uma panóplia de cidadãos que, por alguma razão, se encontram em Portugal. É aquilo que chamamos o Plano de Inserção e Emprego. Ele é um plano que visa, de alguma forma, apoiar quem procura emprego
mas não todas as pessoas que procuram emprego, por certo, mas sim aquelas que se encontram em situações de carência extrema. Quando falamos de carência extrema, estamos a falar muito em pessoas que, na realidade, que apesar de poderem ter alguns rendimentos, o seu sustento, os seus valores que conseguem angariar por via social, por via do Estado, por outra via de outro emprego, não é suficiente para que possam subsistir elas próprias e também as suas famílias. É um programa claramente formativo, é um programa que visa dar formação a determinadas pessoas que recorrem a ele e que, por outro lado, ao dar formação em determinadas áreas, as possam fazer inserir no mercado de trabalho, dando formação específica num determinado contexto laboral, por forma a que, à custa de uma bolsa de estágio, que será essa uma das suas fontes de sustento, mas que podem vir a ser outras, porque ao adquirirem essa mesma formação, nós poderemos vir capacitá-los para desempenharem outro tipo de trabalhos, não no local para onde foram contratados, mas para noutros locais por onde se poderão dirigir. É então um programa que visa e que tem estas duas componentes muito importantes, a formação e a bolsa de estágio. Quando estamos a falar de bolsas de estágio, em primeira análise, estamos a falar em bolsas de estágio a nível dos serviços da Fundação Inatel. Este programa, este plano, integra um programa mais específico, um programa que designamos por programa AILAN. Um programa que se designa assim porque todos nós, por certo, ainda temos na nossa mente as imagens que passaram nas televisões daquela criança da Síria que foi encontrada morta nas praias da Turquia. E decidimos que este programa tinha o seu nome, o programa AILAN. Todos sabemos que esta criança que nasceu em Kobane, uma cidade curda do norte da Síria, vivia com a sua família nos primeiros dias de vida nessa cidade de Kobane. Essa cidade foi alvo de ataques do Estado Islâmico. E os pais dessa criança, em conjunto com o seu irmão, também, que era uma criança na altura com 2 anos, fugiram dessa cidade e deslocaram-se um pouco pela Síria em busca de um local que os pudesse, de alguma forma, acolher melhor. Não o conseguiram encontrar e foram para a Turquia. Estiveram cerca de um pouco menos do que 3 anos na Turquia, até que, com alguma esperança de que a sua cidade de origem, a que o seu país os pudesse acolher já melhor, voltaram a Kobane. Nessa altura, deu-se o massacre de Kobane e tiveram que de novo fugir, tiveram de novo que se deslocar para a Turquia. Aí tentaram por várias formas chegar a uma ilha grega de Kos. Não conseguiram e decidiram de alguma forma, de uma forma mais, digamos que ilegal, mas o que é isto de ilegalidades, quando estamos a falar de refugiados e de toda a crise que se vive no Médio Oriente, o pai dessas crianças decidiu colocá-las em 2 barcos pneumáticos e numa tentativa de se deslocarem para a Grécia. O que é certo é que esses barcos se viraram e dos 4 elementos da família, 3 morreram. Apenas o pai não deu
à costa, não deu à praia na Turquia. O pai teve depois uma história de vida e uma história complicada a nível de levar para a cidade natal tanto a mãe como o filho, portanto a mulher com quem vivia, como o filho, como os dois filhos, e entendemos que esta história de vida era uma história que marca muitos dos refugiados e que por isso não quisemos deixar de dar o nome de Dailan ao nosso projeto. Projeto esse que não é mais do que uma homenagem à força, à determinação, à resistência e também à esperança dos que abandonam os seus devastados países em busca de paz. Portugal irá acolher 5.000 refugiados provenientes do Médio Oriente. Neste momento, em Portugal, existem várias estruturas que se estão a organizar. Neste momento, já temos famílias suficientes para acolher estas pessoas e lhe darem casa e alimentação. O esforço que foi feito a nível de todo o país e a sensibilização que todos fomos sofrendo relativamente a este problema tem feito com que os cidadãos portugueses se tenham aproximado da ajuda. E neste momento o acolhimento já é um facto que não deixa problemas. Não chegaram ainda a Portugal os refugiados, mas quando chegarem terão acolhimento. Não vai ser a Fundação Inatel a acolhê-los, mas sim a ter um plano que faz parte de uma fase 2 de um processo relacionado com este mesmo programa e com o bem-estar dos cidadãos e dos refugiados, nomeadamente da Síria, no nosso país. Os refugiados chegarão a Portugal e, ao contrário de outros países, eles não terão um local como que uma aldeia onde irão passar algum tempo em conjunto. Não vai ser assim em Portugal, noutros países vai ser, em Portugal não. Os refugiados, quando chegarem aos aeroportos portugueses, irão de imediato para os seus locais de acolhimento. Teremos transportes assegurados para os locais de acolhimento. E aí, nesses locais de acolhimento, alguns deles, por certo, estarão próximos das unidades hoteleiras da Fundação Inatel. A Fundação Inatel tem 17 unidades hoteleiras, iremos trabalhar com 12 das nossas unidades hoteleiras. Não a alojar estas pessoas, mas sim, de alguma forma, e numa primeira etapa, a selecionar 12 famílias, num total máximo de 100 elementos que estão perto destas unidades. Na primeira fase, que durará 2 meses, nós iremos dar formação a estas famílias. Formação de domínio do português, na língua portuguesa, para se poderem inserir melhor no nosso território. Formação de cidadania portuguesa, para de alguma forma também poderem apreender mais a nossa cultura e poderem inserir-se melhor na nossa sociedade. E, por outro lado, uma formação profissionalizante na área de trabalho, para onde vão inserir-se. A área de trabalho essa, que será a área de trabalho da Fundação Inatel e das nossas unidades hoteleiras. Teremos então, durante 6 meses, uma bolsa de estágio que iremos proporcionar aos membros adultos dessas famílias. Os membros que estiverem em condições de trabalhar, que forem adultos, a Fundação Inatel encarregar-se-á de lhes dar trabalho com uma bolsa de estágio durante este período. Continuaremos com
assistentes sociais a dar-lhes apoio a nível das próprias famílias, a dar algum apoio educativo, a dar algum apoio de inserção, a dar algum apoio psicológico, para uma melhor inserção dos refugiados em Portugal e nas comunidades, porque digamos que não é pacífico, em termos do nosso país, a ideia do apoio muito forte aos refugiados. Parte da sociedade portuguesa apoia claramente a vinda dos refugiados porque sente que é um problema de todos. Parte da sociedade portuguesa considera que Portugal também tem muitos problemas e há muitas pessoas que estão desempregadas no nosso país. E, portanto, há esta dicotomia. Existem estes dois ramos da sociedade. Importa, então, de alguma maneira, promover sessões de esclarecimento nas comunidades locais para que estas pessoas, para que estes refugiados possam contar a sua história de vida. E ao contarem a sua história de vida, estamos certos que muitas daquelas pessoas que neste momento até podem não estar tão agradadas pela vinda dos refugiados para Portugal, vão reconhecer que com vidas tão difíceis nós temos a obrigação também de os ajudar. E chegamos à terceira fase do projeto. Uma terceira fase de 12 meses de duração, com eventuais novos contratos de trabalho a serem formatados. Se os refugiados se conseguem inserir bem no trabalho que lhes foi proporcionado, terão idênticas condições aos outros portugueses para continuarem a trabalhar nesses mesmos locais. Faremos o acompanhamento material e psicossocial destas famílias e, por outro lado, tentaremos ajudar as crianças das famílias a nível educativo. Ou seja, não só ajudando a que possam ir frequentar as escolas, mas, sobretudo, ajudando estas crianças mais em casa no que diz respeito a algum apoio escolar, porque não vai ser fácil para elas inserirem-se num meio que é bem diferente do seu. Este projeto tem uma última componente. E com esta componente terminaríamos. A Fundação Inatel trabalha com muitas unidades privadas. Nós, Fundação Inatel, para além de termos as 17 unidades hoteleiras, ao organizarmos muitos dos nossos programas, vamos alojar as pessoas nomeadamente nos programas de turismo sénior, saúde e trabalhismo sénior, turismo para todos. Todos os nossos programas ficam, parte dessas pessoas, dos nossos participantes, são alojados nas nossas unidades hoteleiras, outra parte vão ser alojados em hotéis privados. À custa desta relação com as unidades hoteleiras privadas, vamos desafiá-los a participarem no projeto Hotel Solidário, que ao fim e ao cabo iremos aceitar candidaturas destas unidades para poderem participar no projeto Aylan. Serem eles próprios a fazerem o mesmo que a Fundação Inatel vai fazer nas suas unidades hoteleiras. E assim, essas unidades serão selecionadas e teremos nelas mesmas uma etapa formativa. As unidades privadas também que decidirem entrar no processo, facultarem bolsas de estágio a esses cidadãos refugiados e, por fim, a Fundação Inatel ajudará igualmente com o acompanhamento familiar. É este o projeto e o plano de inserção e emprego que tem a componente fundamental do programa Aylan que vos gostamos de apresentar. Obrigado. Thank you very much for this interesting project. When will it start? Outubro.
October. So no. Okay, thank you. Also. Final. Okay, sorry, the guy is speaking inside. So we pass on directly to our next speaker. Actually, there are two speakers. Claudio Nordocci, who is the president of UNPLI, which is the Italian network of Pro Loco Association. You explain you explain probably what type of organization it is. Okay, and so he's also the vice president of Features, a non-profit organization that works with marketing projects for tourism, and he's actually translated. You speak in Italian, and Valeria Gherardini, who is working for the Italian Association of Sport and Culture, will translate the presentation, and you both will talk about a project which is called Aperto per Ferie, which is open for holidays, which is a social tourism project that aims actually at developing smaller villages and avoid that the young people leaving the villages, immigrating to urban places. So it's fighting depopulation, if these terms exist. I'm going to translate in English for everyone. Okay. Il problema dei rifugiati è un problema molto serio per tutta Europa e per tutto il mondo, secondo me, e quindi esprimo veramente il mio compiacimento per il progetto del Portogallo e di Infotel e anche per la solidarietà espressa ieri dall'OIZ e dal suo presidente, quindi ringrazio in particolare. The emergency of refugees at the current moment is a big issue for all the organizations referring to ISTO, and so my congratulations to Inatel Foundation and my congratulations also to ISTO for the motion that was delivered yesterday from the General Assembly about this theme. In Italia normalmente facciamo un applauso, quindi facciamogli. Ok, un applauso, a clap. Bravi. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di un piccolo borgo che doveva scomparire. Today we would like to tell you the story of a little village that was supposed to disappear. Invece, con loro impegno, gli abitanti hanno salvato tanti altri borghi. Instead, through their commitment, all the citizens of this little village saved the fighted against the disappearing of this village. Siamo partiti per questo progetto da due concetti. Uno, che in Italia ci sono 2830 paesi che rischiano di scomparire. We started from two concepts. The first one, that in Italy we had 2,830 little villages that were at risk of disappearing. Un altro è che l'Italia è così bella che ogni località italiana può diventare una destinazione turistica. And the other concept is that Italy is so beautiful that every kind of village can be transformed in a touristic destination. Questa è la storia dell'idea e del tentativo di far diventare anche questi piccoli borghi una destinazione turistica. So the concept was we can save those little villages, transforming them in touristic destinations. Noi siamo un insieme di 6.000 associazioni, tutte di volontariato. UNPLI is a complex of 6,000 associations, all volunteering associations. Che lavorano con tutti i possibili protagonisti del turismo. Which work with all the actors of tourism.
Questo è uno dei progetti che abbiamo realizzato nel 2004 e 2005, ma poi lo abbiamo riutilizzato in questi anni. This is one of the projects we ran in 2004 and 2005, and we have used this project again in the last months and years. Questo è l'automezzo molto colorato con cui siamo andati a salvare questi borghi. This is the van we used to save those little villages. Perché sulle strade italiane si doveva vedere che andavamo come la Croce Rossa, come le ambulanze a salvare qualcuno. Because Italians or people living in Italy should see that this was the van going to save little villages like Red Cross or some other kinds of emergencies van. Questa è la situazione che abbiamo trovato con i borghi a rischio spopolamento. This is the situation, the state of art of the situation we found before our starting. Perché l'Italia ha solo 200 grandi città, ma tanti piccoli borghi. Tanti. Because Italy has got only 200 big cities and many little villages. Che hanno tanti problemi. And those little villages have many problems, weaknesses. Noi avevamo invece tanti obiettivi, dovevamo salvarli e dovevamo raggiungere tanti risultati. And at that time we had many goals to save those little villages. Perché in Italia ci sono tante cose belle, come abbiamo visto in tanti paesi d'Europa e del mondo, però noi forse abbiamo una differenza, una biodiversità molto superiore. So, because in Italy we have so many beautiful stuff as we have in other parts of the world, but maybe a characteristic in Italy is that we have a huge biodiversity. Questi sono gli obiettivi economici. La rivitalizzazione. Ok. Those were the economic goals. Ecco, questo è il contesto, quindi tutti quelli che potevano aiutarci, siamo andati a chiedere aiuto a tutti quelli che potevano aiutarci, alle amministrazioni, ai produttori, alle imprese, alle associazioni di volontariato, alle scuole, ai cittadini stessi. Those are all the actors we involved in each little village in which we worked. So the government, that is the municipality, traders, all kind of traders, also small ones, association, volunteers, school, etc., and citizens. Anche se nei piccoli borghi quelli che potevano aiutarci erano veramente pochi. Even if in a little village the ones who could help this project were so few. Ieri e oggi si è parlato molto di offerta e domanda e Lloyds rilevava ieri che c'era molta più offerta fra i soci che domanda. Yesterday and today we have spoken about demand and offer, and yesterday ISTO members spoke about the fact that we as organization members represent more the offer than the demand. Noi svolgiamo un'attività molto particolare, siamo un ponte fra la domanda e l'offerta, siamo creatori di domanda. As UMPLI, we do a particular job, let's say. We are a bridge between the demand and the offer, and we would say that as UMPLI we create the demand. Abbiamo quindi iniziato a lavorare
facendo questo piano. So this is our operational plan when we started to carry on the project. I borghi dovevano avere delle caratteristiche per fare una selezione perché erano moltissimi e quindi dovevamo trovare delle caratteristiche particolari per selezionare bene. As you know, in Italy we have many little villages. We should at the first time select the little villages where we could work, and so we had parameters to do the selection. Noi per creare la domanda, sempre tornando a prima, selezioniamo e raccogliamo tutte le informazioni per ogni singolo borgo borgo dei 6.000 associati all'UMPLI. So we selected the little villages among the villages that worked with the 6,000 associations UMPLI has in Italy. Per questo primo progetto abbiamo selezionato dei borghi che avevano queste caratteristiche. For this project we selected the little villages that responded to those parameters, the one showed here into this slide. Questa non è un automezzo che abbiamo utilizzato noi. This is one of our cars. Però vedete che cosa possiamo trovare nei piccoli borghi. Anyway, this is one of our little villages. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto e che era essenziale, indispensabile, era informare i cittadini di quello che stava succedendo. One first goal was to inform all citizens about what we were going to do in each little village. Perché per trasformarli in destinazioni turistiche noi abbiamo mandato i nostri esperti a raccogliere tutto quello che poteva essere utilizzato per farli diventare una destinazione turistica. So in order to transform the selected little villages in touristic destinations, we sent our technicians to collect all informations about the little villages, and so that's why we involved all citizens. E per far parlare di più i cittadini abbiamo apposto all'entrata e all'uscita di ogni singolo villaggio dei cartelli che spiegavano che partecipavano a un grande progetto. And in order to make aware all citizens about this project, this sign was put at the end and the start of the village. So this is a sign saying that this little village was selected to participate at the project Open for Holidays. Come potete vedere, questo è il simbolo del Ministero delle Politiche Sociali italiano che aveva finanziato l'iniziativa. This project was financed by the Ministry of Welfare, Italian Ministry of Welfare. Abbiamo creato per loro un marketing plan. So we created for all little villages, the selected ones, a territorial marketing plan. Ecco, poi abbiamo raccolto tutto questo materiale in una guida, in una prima guida di cui abbiamo stampato 10.000 volumi. We collected all those data information in a tourist guide, a first one, and we edited 10,000 copies. Perché questi piccoli borghi dovevano avere un bel biglietto da visita, non so se esiste dappertutto, dovevano presentarsi bene. Because every little village should have their
card to be presented to everyone in Italy at least. Per dire guarda quanto sono bello. So to say to everyone, look at my beauty. L'ho fatto anch'io, ma con scarsi risultati. I did it at once, but with no results or no big results. Questo è il secondo volume che abbiamo pubblicato alla fine del progetto. This is the second publication we edited at the end of the project. Era una guida molto particolare perché qui ad esempio c'è la ricetta, c'è anche dove dormire e dove mangiare, ma anche la storia popolare, la leggenda popolare. This was a particular guide because for every little village you can see the receipt for something special for food, but also the some popular traditions, stories, and also where to go for eat or for accommodation, so to sleep. Perché quello che dovevamo fare era trascinare i turisti nella storia di quei borghi. Se Ania fosse un turista, io l'ho presa e l'ho portata nella storia della mia località. Because our goal at that moment was to take people to come into the little village to make aware people about the history and the cultural issues about that little village. E non è naturalmente il turismo solo di emozioni, ma è anche un turismo che in Italia puntava sulla gastronomia. So it wasn't only a tourism based on emotions, but also on food and drink, culture. E quindi abbiamo chiesto ai ristoranti, ai piccoli, in Italia si chiamano trattorie, ristoranti dei borghi, di fare dei menù particolari con il loro prodotto tipico. So we asked to every trattoria, kind of a restaurant, little restaurant, typical food restaurant, to create a selection of menu, basing their menu on a typical product. E abbiamo pubblicizzato un calendario di 20 appuntamenti, uno per ogni singolo borgo, in tutta Italia, per andare ad assaggiare queste cose. So we advertised in Italy all through a calendar with an agenda of all the appointments for providing Italians the opportunity to go to eat and have a tasting about local food for all the 20 little villages that were a part of these. E l'abbiamo chiamato Giro Sapori. The name was Giro Sapori, that means going around flavors. Questo è il borgo che ha avuto, che è stato il primo a crederci e quindi ce l'abbiamo un po' nel cuore. This was the first little village that believed in this project, and so the little village that was kept in our heart. È uno di quelli che ha avuto i migliori risultati. It was one of the project that had the best results. Sono state riaperte delle attività turistiche. For instance, some touristic activities, structures were opened again after the project. È stato acquistato un pulmino che ogni giorno fa vedere tutta la valle. The little village invested money to buy a little van to do tours around the suburbs of this little village. E questi sono i numeri delle attività turistiche. And those are the figures, the data about touristic activities
and how those data can give a picture about the change from 2004 and 2014. Perché in un piccolo borgo non serve far arrivare decine di migliaia di turisti. Because in a little village we do not need to bring 10,000 people, tourists. Questi numeri sono bastati per invertire la tendenza. Those little small numbers were enough to have another tendency, another trend. E vedete, questi sono i numeri degli abitanti. And those are the numbers of inhabitants. So this kind of project influenced also the population and the population. E adesso ci hanno invitato al loro appuntamento più importante. So now we have just received an invitation for one of the most important happening in this little village. Il centro turistico dell'intera valle è a Badia de Dalda. So the touristic center, information center of the entire area was established now in Badia de Dalda. Che è in Toscana, e per questo abbiamo fatto venire Valeria Gherardini a tradurre. Badia de Dalda is in Tuscany, it's my region, and so he's saying that's why I'm here. Il carattere innovativo del progetto promuove il territorio attraverso il territorio. E adesso? And now? So this is the end of the project, and now? In questi 10 anni non ci siamo certo fermati, abbiamo fatto moltissimo. During those 10 years we haven't stopped, we have done many things. E abbiamo creato tutto quell'archivio che vi abbiamo detto. Per questo siamo stati riconosciuti dall'UNESCO nel 2012 come associazione che collabora e dà consulenza a livello mondiale all'UNESCO stesso. We have been working on a big database, an archive, and we have been recognized by UNESCO in 2012, and now we are an advisory board, a consultancy reference point for UNESCO on those matters. Ci sono solo 180 associazioni nel mondo che hanno il nostro stesso riconoscimento. There are only 180 associations that have those kind of recognition. E quindi continuiamo a raccogliere del materiale che faccia venire voglia di andare in vacanza in questi luoghi. So we have been collecting more and more materials about those kind of villages to have this database in order to make people aware about those possibility and to create the chance to visit the little villages in Italy. Only that UNESCO ora lo chiama Immaterial Cultural Heritage. Okay. Now European Commission calls this field in this way, so intangible heritage. Ma noi abbiamo iniziato a raccoglierlo più di 100 anni fa. Ok, più di 100? Sì, è 1881. Ok, come Umpli? Ok. Come provoco. But we have started to collect those materials for 100 years. E adesso abbiamo fatto un'altra scommessa per tutta Italia. Sì? Okay. And now we have another bet for Italy. Quello di raccoglierla, la memoria immateriale. Potete andare a vedere su YouTube questi video.
So another bet, another challenge, sorry I said bet but it's a challenge, another challenge now is the collection of movies about the intangible cultural heritage. Su YouTube che sono stati scaricati 2 milioni di volte. You can find all those videos on YouTube, and you see here that they have been registered till now more than 2 millions of time. Perché ora i nonni tutte queste cose non le raccontano più. Because nowadays grandparents are no more used to tell those kind of stories. Il sabato sera vanno a ballare. Saturday night they usually go to dance. It's true. E invece noi vogliamo riaccendere i nonni, riaccendere. But we would like to switch on grandparents. Perché io avevo il nonno più bello della valle e quando raccontava tutti venivano a casa mia a sentire le loro storie. Because I had the most beautiful grandparent of the valley where I used to live, and when he started to tell stories, everyone came to our house to listen to those kind of stories. Ma questo non lo può fare solo questo esercito di volontari dell'Umpli. But this challenge can't be achieved only by those voluntaries of Umpli. Lo dobbiamo fare a tutti, dobbiamo far venire la voglia di farlo a tutti, andare alla ricerca dei nostri valori, delle nostre radici. Everyone should take the responsibility to collect all testimonials and collect all data, movies about our cultural heritage, the intangible one. Adesso vi faccio vedere 2 brevissimi video. I will show you 2 videos. Il primo racconta di che cosa dobbiamo andare a cercare, tutti quanti. So the first one will show you what we should search for. Possiamo partire con Can we see il primo video. Can we see the first video? Thank you. We can't see the video, we can listen only the music. That's okay. The song is this. But immagini no. Can we Puoi rimetterlo perché non si è visto. Can we see the video? We are trying to understand what's up with the video, okay? Thank you. Maybe we can already start. We don't have much. We don't have much time. I don't have a micro, but now it's back. Sorry, not screaming. So maybe while waiting for this video, we can already start with some questions because I understand that we have like 5 minutes for questions. So any questions? Because we had 3 extremely diverse examples of social responsibilities, how they can be taken on first within an association, social tourism association with the clients, with their own staff and their internal policy. The second example of Inatel was more addressing a global challenge, a very topical challenge for the moment with the refugees. And the third one was more a cultural challenge and social challenge as well, from volunteer association in order to revive these villages in Italy.
So, any questions? No? No questions at all? Est-ce que vous avez des questions? Une question? Pas de questions? Non, pas de questions, ils attendent tous la vidéo. Well, I can't see actually. There, where? That man, the second line. Ah, okay. Yes, please. The whole thing. Break it. Scream. Ah bah voilà. Excuse me. Oui, c'est une question à Delphine. Elle a indiqué que les salariés étaient intéressés aux résultats de l'entreprise. Et je voulais savoir si les saisonniers étaient compris dans l'intéressement. Puis j'avais une deuxième question, encore plus perfide. C'était de savoir si disons la responsabilité sociale, mais notamment sociétale, si l'aspect sociétal était pris en compte dans les animations des villages. Merci. Je vais vous répondre de suite. L'intéressement dont vous parlez, c'est-à-dire un tiers du bénéfice, en effet aujourd'hui ne concerne que les salariés permanents. Donc pas les saisonniers qui ne viennent qu'une saison. On est d'accord. Par contre, les saisonniers titulaires qui sont considérés comme des permanents... Excusez-moi, j'entends des bruits incroyables derrière. Donc voilà pour la première réponse. Et quant à la deuxième, concernant l'animation, si ces aspects sociétaux sont intégrés, alors complètement. Je vais vous prendre deux exemples. On a ce que l'on appelle sur nos villages la petite fabrique, qui sont des ateliers d'animation de transmission. Donc là, le monsieur parlait tout de suite de contes ou de légendes, par exemple. On peut alors avoir les contes et légendes de la région, mais on peut aussi transmettre, je ne sais pas si on a une grand-mère, par exemple, sur un village vacances, qui sait divinement bien faire de la dentelle, du tricot, etc. Les enfants du village sont conviés à ces animations-là. Si on a un animateur qui est d'origine étrangère et qui souhaite partager ça, eh bien, on va pouvoir aussi partager le tatouage au nez, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un atelier d'échange intergénérationnel et interculturel. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on a dans tous nos villages où il n'y a que de l'hébergement, sans restauration, donc, on a ce que l'on appelle un mur qui s'appelle le blablabla. Et ce blablabla, en fait, sert à tous les clients à porter des initiatives individuelles aux yeux du collectif du village vacances. Donc par exemple, si moi j'ai envie d'organiser une partie, je vais prendre la pétanque, une partie de pétanque, je dis bien moi sur ma terrasse, j'organise une partie de pétanque, donc qui veut se joindre à moi, vient se joindre à moi. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment, c'est le socle de nos animations même, j'ai envie de dire, hein. Ces aspects sociétaux, on fait tout pour que la mixité et l'intégration de tous soient vraiment faites, mais de manière complètement naturelle, hein. Il n'y a pas de stigmatisation du tout. Bon, je suis désolée. On va devoir clôturer, on ne peut plus poser de questions. Mais bon, nos présentateurs sont ici, donc vous pouvez certainement les interpeller pendant la pause café. On va terminer avec la vidéo qu'ils ont su mettre en route. Et donc voilà, et après, il y aura la pause café. Voilà, on va déjà clôturer maintenant, merci à tous les trois. La vidéo va venir, mais je dis déjà merci parce qu'après, c'est fini. Okay. C'est pas tout à fait dans les règles de l'art, mais bon, on va faire avec. Other people wanna try you, girl, and I hope you tell them where to go. 'Cause I've got so much here to offer, girl. Oh, I love you more than you could know.
to slow it down. Now I wanna get myself dressed up and take you out on the town and be a model pupil tonight, babe. I wanna get out of bed. Be a model pupil tonight, babe. I want to get out of bed. Be a model pupil tonight, babe. I want to get out of bed. Lord. Thank you. Ecco.